Bonjour docteur. Oh, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de s'entendre appeler docteur. Ouais, c'est complètement ça. Pour moi, c'est complètement surréaliste. Ah ouais, voilà. Ouais. Tu en rêvais quand même de devenir docteur? Pas du tout. C'est vrai? Non, moi je rêvais d'aller à la rencontre des gens et de comprendre des trucs. Voilà. Alors après, si ça a plus, ça donne un titre de docteur. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. 2 cycles de formation inspirants, Germe destiné aux managers et cadres dirigeants et Émergence pour les managers de proximité. Germe, ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Aujourd'hui, nous parlons d'intelligence collective avec Pascale Gentil. Elle est animatrice Émergence à Rennes et depuis peu docteur en sciences de gestion. Elle nous parle de la théorie U, une approche pour laquelle elle s'est formée dans le cadre de son doctorat. Comment mettre en place un processus d'intelligence collective? Qu'est-ce que cela suppose de la part du manager? Et pour commencer, comment Pascale Gentil a-t-elle découvert cette approche? La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Je rêvais, c'était quand? Je rêvais de ça quand? Alors en fait, ça a peut-être commencé vraiment consciemment en 2014-2015, à un moment où j'étais dans une boîte où les relations étaient pourries, pour être clair. Et ils sont mis à faire un truc que je connaissais pas, c'est-à-dire de travailler avec des méthodes agiles. Et ça a été comme un miracle, les tensions se sont apaisées et les gens se sont mis à travailler ensemble. Waouh, voilà. C'est donc possible. Oui, alors moi j'ai observé ça, mais je comprenais pas. Et en même temps, c'est le moment où Germe m'a proposé d'animer les nouveaux parcours pour les managers de proximité, Émergence. Et là, pareil, première journée de formation, donc on récupère des gens différents, de tous âges, de tout métier, de toute entreprise. Ils ont un peu rien à voir ensemble en fait. Ils arrivent en se disant mais on se connaît pas, on n'a rien à voir ensemble. Et au bout d'une journée d'échange sur leur métier de management, ils terminent la journée en disant c'est super, on est bien ensemble et en fait on est pareil. Alors là aussi super, mais je ne comprenais pas. Et donc moi quand je comprends pas, j'aime pas. J'ai envie de comprendre. Donc tu cherches, tu explores. Donc je cherche et j'explore. C'est parti comme ça. À peu près à ce moment-là, Germe m'a proposé un voyage justement d'exploration au Québec. Et donc on est parti, une bande de joyeux drilles au Québec pour explorer sur le thème des pratiques collaboratives. Voilà, donc c'est parti comme ça. L'idée de chercher, d'explorer qu'est-ce qui se passe en fait quand des groupes se mettent à collaborer. Ce mot d'intelligence collective, en fait c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe? Un jardin japonais pour une marche empathique, c'est le bon décor, Pascal? Ah, c'est parfait parce qu'on va voir que la marche empathique est une pratique qui est tout à fait puissante pour justement instaurer l'écoute, le dialogue, la collaboration. Et puis aussi, je te remercie parce que du coup, tu nous offres une espèce d'intervalle de temps comme ça qui est suspendu dans le temps où t'es dans ta journée de boulot, moi dans la mienne, mais on se prend ce temps-là où on va juste dialoguer, s'écouter, parler. Et ça va produire quelque chose. Et transmettre voilà. à tous les auditeurs de la graine inspirante. Alors, tu as soutenu une thèse intitulée « Comment les managers de proximité développent une capacité à mobiliser l'intelligence collective au sein de leurs équipes ». Cette thèse, elle s'appuie sur la théorie U. Ce jour-là, tu la découvres, cette théorie U. Qu'est-ce qui se passe ? Alors la théorie U, je l'ai découvert dans ce fameux voyage au Québec, là, quand une intervenante nous en a parlé. Et je t'avoue que je me souviens pas très bien ce qu'elle a dit, je me souviens de petits mots comme ça, je me souviens de mouvements, de courbes en U, et de courbes en U qui est pas la courbe du deuil, qui est pas un truc où on est dans la souffrance, mais plutôt de mouvements profonds, de relations et de reconnexion à soi-même et aux autres. Et ça m'a parlé. Parce que je me suis dit, tiens, dans ces trucs que je comprends pas là qui se passent dans les groupes, que ce soit dans au travail, dans les groupes agiles ou dans ces groupes de formation, il y a probablement quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible en fait. Et c'est ça que je voulais comprendre et c'est pour ça que ça a pris une thèse, parce que vas-y le chercher l'invisible, c'est compliqué. Et quand tu fais une recherche,
académique, on te demande de te relier à ce que les autres ont trouvé avant et donc à des théories. Donc il fallait que je trouve une théorie. Et moi, dans les théories sur l'intelligence collective, ce que les gens disaient, c'est une capacité cognitive et c'est la capacité que les gens ont de réfléchir et d'agir ensemble. Bon, oui, d'accord, mais comment ? Ça me disait rien, tu vois, ça expliquait rien en fait. Et donc la théorie U m'a intéressée parce que s'intéressait justement à quelque chose qui était de l'ordre de la perception sensible, de l'ordre de quelque chose qui n'était pas les processus, les outils. Ouais, c'est pas une méthode à appliquer stricto sensus, ça va chercher aussi des sensibilités, c'est ça que tu dis ? C'est ça, en fait c'est simplement, ça modélise comment des gens font pour se connecter à eux-mêmes, à une intention profonde, et la communiquer à un groupe, et que ce groupe se connecte à cette intention. Voilà, c'est ça que ça. Il faut d'abord se connecter à soi-même. Voilà. Donc ça nécessite déjà de s'ouvrir, à son intériorité. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle regarde aussi comment un groupe peut faire ça. Pas seulement comment on peut travailler sur soi, mais comment on peut travailler ensemble. Qu'est-ce que tu as trouvé de singulier, de puissant dans cette approche, donc qui a constitué donc la porte d'entrée de ta thèse ? Oui. Alors là, je vais peut-être te raconter que j'ai commencé par lire le bouquin sur la théorie U. Il est assez compliqué, on ne comprend pas grand-chose. Et donc, je suis allée me former à la théorie U avec le chercheur qui l'a écrite et puis d'autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on te fait vivre ce qu'on appelle un U. Et donc, tu commences par travailler, par faire un travail d'écoute. Donc on va commencer par faire une marche empathique, comme on fait là, avec des gens, une personne que tu connais pas, et vraiment faire l'exercice de s'écouter profondément. Ensuite, on va donc ouvrir quelque part l'intelligence du cœur. Après, on va avoir des récits qui sont inspirants, qui vont donner envie d'aller plus loin. Et puis il y a un moment. Exemple de récit ? Par exemple, on avait un formateur africain qui nous racontait comment il avait travaillé avec le président de son pays, la Zambie, et comment il l'avait amené par des marches empathiques et par des voyages inspirants où il lui faisait rencontrer les gens. Il l'avait amené à ouvrir son intelligence du cœur et à sortir d'une politique très dure en fait. Mais l'intelligence du cœur, c'est pour qu'on fasse un point quand même sur ce sujet-là, avant toute chose, c'est quoi l'intelligence du cœur ? C'est quand tu te connectes en fait à une énergie qui vient de l'amour en fait, de ton cœur. Voilà. Et alors, effectivement, faire une thèse et expliquer ça de manière rationnelle, compliqué. Alors, je peux te donner un autre exemple. J'ai été en 2017 à un séminaire intergroupe des groupes Germes des Hauts-de-France. Et donc il y avait là 80 ou 100 managers dans un stade de Lens qui, pour le cœur des personnes qui sont là, ça veut dire quelque chose. Tu vois, leur cœur il palpite rien que d'être là. Et puis ensuite, le sujet c'était d'écouter le témoignage de dirigeants qui avaient créé une association qui s'appelait Vent Porteur, je crois, et qui avait pour but de fédérer des associations qui luttaient contre l'exclusion dans les Hauts-de-France et de les faire connaître et de mobiliser autour d'elles en les faisant participer à la course Vendée Globe. Tu vois, le truc, c'est un peu... Enfin, il n'y a pas vraiment de résultats économiques ou quoi directement. Mais voilà. Il n'y a pas de lien avec de la performance. Absolument. Ouais. Et ça part de quoi ? Ça part de... Oh, ils se font plaisir, les gars, quoi. Ouais, voilà, ils se font plaisir. Effectivement. Pourquoi pas, d'ailleurs ? Ben oui, pourquoi pas. Et ça part de l'intention de départ d'un dirigeant qui se dit, moi, maintenant, là où j'en suis rendu dans ma vie, j'ai envie de ce que j'ai eu, de le rendre. Tu vois, c'est ça que j'appelle l'intelligence du cœur, l'énergie, voilà. Et dans la théorie, l'intelligence du cœur, c'est aussi de dire, en fait, je peux comprendre avec ma tête. Je peux comprendre, par exemple, là, si on parlait de ces situations-là, je peux comprendre qu'il y a des gens, je regarde les chiffres, je vois, il y a des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, je vois les chiffres, je vois qu'il y a des gens qui ne payent pas leur loyer, c'est des chiffres, tu vois. Mais si je vais à leur rencontre et si je leur demande comment c'est pour eux et si je peux parler avec eux, juste pour écouter, à ce moment-là, j'accède à une autre perception de la réalité. Et ça, c'est le cœur de la théorie, c'est d'essayer de comprendre les choses, non pas à travers des chiffres, mais en se connectant à la réalité de l'autre. Et rien de tel pour ça que d'écouter le récit de quelqu'un en mouvement, parce que ça va apporter quoi de plus ?
Alors parce que quand tu es en mouvement, en marche empathique, c'est que tu marches côte à côte et que moi je peux être en train de développer ma pensée, mes émotions, sans être en face à face, alors notamment quand on est dans une entreprise avec des liens hiérarchiques, sans être en face à face et sans être tout de suite dans une discussion qui va être pour, contre, raison, tort, argument contre argument. C'est pas binaire, on passe à quelque chose de plus complexe que seulement binaire. On passe à quelque chose de plus complexe et puis une écoute qui est plus subtile aussi et puis qui est juste dans le... J'écoute en fait, je suis ni pour ni contre, j'ai pas d'affect particulier, même si parfois je peux entendre des choses qui vont pas dans mon sens ou dans ce que je penserais moi, mais je suis toute occupée à essayer de comprendre ce qui se passe pour l'autre qui est à côté de moi. Et il voit pas mes mimiques. Chacun, si tu veux, est un peu dans sa bulle et en même temps on est ensemble. Voilà. Une occasion d'ouvrir à davantage de tolérance. C'est ça. Et pourquoi ? Pour arriver à du coup comprendre une situation, une réalité, pas que de mon point de vue ou du point de vue d'un reporting chiffré, mais du point de vue de la perception réelle du ressenti des gens. Inspirante, un podcast du réseau Germe. Alors la théorie U, ça commence par écouter quelqu'un, écouter un récit. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors ça commence par écouter un récit ou simplement aussi s'immerger dans la réalité d'un autre. Ça peut être, tu vois, quand on fait des voyages qu'on va visiter dans les formations Germe, l'entreprise de l'un ou de l'autre, ça en fait partie par exemple. Et alors à partir de là, tu as une espèce d'ouverture qui se fait, c'est-à-dire que tu vas plus percevoir la situation de ton point de vue à toi, mais du point de vue de l'autre. Mais quand tu es en groupe, c'est de l'autre, plus un autre, plus un autre, plus un autre, donc de 10 autres, mettons. Et donc là, il y a un décalage qui se fait, et tout d'un coup, petit à petit plus exactement, il y a un moment, et ça je l'ai observé dans les observations que j'ai faites dans la thèse, il y a un moment où en fait la conversation va ralentir, et où il y a peut-être quelqu'un qui va communiquer une émotion, dire je me sens comme ça à ce moment-là, je perçois plus les choses de la même manière. Puis il va y avoir un silence. Peut-être ce silence il va être de même pas 30 secondes, tu vois, 10, 15, 20 secondes. Et quand la conversation reprend, elle est plus lente et elle est plus... tu sens que les gens ont changé leur point de vue en fait. Plus apaisée ? Elle est plus apaisée, mais surtout les gens ont changé leur point de vue. C'est-à-dire qu'ils sont plus en train de réfléchir à partir de leur problème à eux et de leur vision du problème, mais à partir du tout, à partir du problème global. Alors par exemple, j'ai observé plein de réunions, mais j'en ai observé une où c'était une entreprise, un magasin, et ils allaient réaménager le magasin. Et c'était une décision qui allait... tous les magasins allaient se réaménager, et donc il y avait un gars du siège qui était venu pour expliquer aux managers de terrain quand est-ce que ça allait se passer, comment ça allait se passer, et qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir retransmettre à leurs équipes. Et donc, il y avait pour tout un tas de raisons, les managers n'étaient pas très à l'aise. Et ils ont commencé à faire une réunion avec leur directeur de magasin sur comment on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour communiquer, organiser tout ça, voilà. Et donc, ils étaient déjà dans le faire, dans le concret, tu vois, dans comment on va s'y prendre. Et puis, alors chacun disait, ouais, mais il faut penser à ci, il faut penser à là. Et puis, à un moment, c'est un peu laborieux, poussif, tu vois. Et à un moment, il y en a un qui dit, ouais, mais moi, là, en fait, je trouve qu'on n'avance pas. Et en fait, moi, en fait, j'ai peur. Et le moment où il a dit j'ai peur, il y a eu un silence. Ça n'a pas duré longtemps. Et quand il y en a un qui a repris la parole, il a aussi exprimé son sentiment, son émotion. Et puis là, la conversation a repris plus lentement et différemment, en disant bon, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que déjà on pose notre ressenti par rapport à ça, les choses qui nous inquiètent, et puis à partir de là, on va pouvoir les dépasser. Et voilà. C'est un moment de cristallisation, ce silence. Exactement, c'est exactement le mot, c'est de la cristallisation. Et ce moment-là, si tu veux, dans la théorie U, c'est ce qu'on appelle le bas du U, et c'est ce que Charmer, qui a écrit cette théorie, appelle la présence. C'est-à-dire le moment où on est attentif à la situation à partir du tout, quoi, globalement.
Et là, il y a quelque chose qui cristallise et il va y avoir une espèce, après cette partie-là, tu laisses filer tes visions d'avant, puis il y a une espèce de moment de vide qui est un peu inconfortable, et puis hop, il y a quelque chose qui émerge. Certains qualifient ce type de moment magique, de moment hors du temps. Oui, et alors effectivement, c'est un moment dans lequel il n'y a plus de temps. Le temps est suspendu, c'est pour ça que je te parlais d'intervalle de temps suspendu au début. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir, comment tu peux faire ça parce que quand t'es manager, t'es pas un magicien, quoi. Enfin, a priori non. Et comment tu peux faire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? J'ai même envie de dire, est-ce que c'est pas l'aboutissement d'un phénomène, d'un processus de lâcher prise ? Alors c'est effectivement ça, et et en même temps c'est lié à la performance, parce que finalement, quand tu es dans des situations qui sont complexes et où personne n'a la solution tout seul, tu es obligé de mettre les gens à travailler ensemble. Il faut donc que chacun quitte sa veste et endosse une espèce de couverture commune plutôt que chacun son truc, et voilà. C'est marrant que tu parles de couverture. Il y a des couvertures de survie qui représentent quoi ? Je ne sais pas, des espèces de toiles de tente. Des tentes, ouais. Un campement. Bon, voilà, donc il faut quitter son campement habituel en fait. Tu vas voir le réorganiser. Si tu prends la métaphore là de ce campement, si tu veux le réorganiser pour qu'il fasse vraiment quelque chose de neuf, de nouveau, qui correspond à tes problèmes du moment, effectivement, il faut que tu prennes ce temps où il va y avoir, pour faire émerger quelque chose de nouveau. Tiens, voici Thierry Clodon qui nous rend visite avec sa guitare. Il est intervenant Germe et son truc à lui, c'est notamment de transmettre des messages en chanson. Pas le temps, je n'ai pas le temps. Pas le temps, je n'ai pas le temps, pas le temps. Des projets, des priorités. On compte sur toi, me dit mon patron, faut t'accrocher. Désolé chérie, je rentrerai tard dans la nuit. Pas le temps, je n'ai pas le temps, pas le temps. Prends le temps, sinon lui te prend. Prends le temps. Pas le temps, je n'ai pas le temps. Tu vois, j'ai pas le temps, pas le temps, pas le temps. Dans ma boîte, du soir au matin, y'a comme des cow-boys, je veux pas être l'Indien, pas l'Indien. Tant pis pour moi, j'irai courir une autre fois. Pas le temps, je n'ai pas le temps, pas le temps. Ce moment de cristallisation passé, qu'est-ce qui se passe toujours ? Alors on est dans le bas du U, si je comprends bien. Donc tu as eu ce moment de lâcher prise et puis qui est suivi par une émergence, donc ce que tu as appelé une cristallisation effectivement. Et cette cristallisation, c'est une espèce de pépite là que tu tiens en tant que facilitateur d'un groupe ou manager et en tant que groupe. Et alors il va falloir agir dans l'instant. Et donc agir dans l'instant, c'est tu récupères cette pépite, cette émergence. Qui va être la prise de conscience qu'on agit tous ensemble, la prise de conscience qu'on a un intérêt commun, la formulation de cet intérêt commun et la formulation d'une idée. Et si on faisait ça ? Et là, tu rentres dans ce qu'on connaît plus classiquement, que connaissent les managers. Tu vas faire ce qu'on appelle un prototypage et tu vas mettre les gens en action à produire des idées, à commencer à faire peut-être une maquette de ce qu'ils veulent changer. Donc c'est le mode brainstorming d'abord là ? Voilà, mais c'est le mode on balance les idées et puis on commence même à construire, à dire et on peut faire ci, puis on peut faire là. Et là tu es dans le dialogue là aussi de nouveaux change. Ça fuse, tu vois, c'est le moment où c'est la créativité, où ça fuse, où il y a plein d'idées qui se superposent. Et là aussi, dans les groupes que j'ai observés, c'est le moment où ils vont tous toujours être à l'écoute, mais tu dis un truc, David, et puis moi je rebondis sur ce que tu dis, et puis ça me donne encore une idée, donc ça c'est le principe du brainstorming. Et puis on décide aussi ensemble, on est en capacité de décider ensemble. On décide dès ce moment-là, un brainstorming à la fin du brainstorming. À la fin du brainstorming. À la fin du brainstorming, tu vas Le brainstorming, c'est un temps précis, délimité ? Pas forcément, mais là après tu as toutes les pratiques possibles et imaginables.
Mais, donc la méthode U ne s'appuie pas sur un protocole, encore une fois, très précis, c'est des règles de jeu à faire évoluer. En fait, ce qu'elle insiste, elle insiste surtout sur le fait qu'il faut que tu arrives à mettre ton groupe en condition de faire cette cristallisation pour qu'ensuite ils soient en capacité de faire un brainstorming et une décision collective et toutes les pratiques qu'on connaît, collaboratives. On fait la décision par consentement, on fait le vote, Mais si t'as pas fait tout le truc avant, ça va pas aller bien loin en fait. Donc, la première étape, si je comprends bien, c'est d'abord d'identifier, de reconnaître collectivement avant de pouvoir passer à autre chose. C'est l'éternel mécanisme psychologique fondamental que constitue la séparation du temps d'avant, de la situation d'avant, pour se rendre disponible à la situation d'après. Voilà, et alors, puisque tu parles de ça, en fait, il est parti, Charmer, dans sa théorie, il est parti de l'étude de la conscience et comment ta conscience, en fait, elle fait une rotation. Comment elle observe, puis après, une fois qu'elle a observé, elle redirige son attention vers l'action. Voilà. Donc le mouvement du U, c'est ça, c'est t'observes, tu rediriges ton attention, ce moment de cristallisation dont on a parlé, et après tu peux agir à partir de cette intention-là. Voilà. Le brainstorming avec un certain nombre d'actions envisagées, prototypées. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, ce qui va se passer, par exemple, toi, quand je te disais que j'étais allée faire la formation sur le U, donc là, on nous faisait travailler sur nous-mêmes. La partie cristallisation nous envoyait pendant 3/4 d'heure dans la campagne. Ce jour-là, il faisait un temps pourri, une tempête, avec un certain nombre de questions, et donc avec une pratique qui s'appelle le journaling, qu'on appelle l'introspection, quoi. Enfin, tu as des questions, et puis tu te dis... Exemple de questions en fait, c'est des questions un peu introspectives du style qui suis-je, quel est mon meilleur futur, qu'est-ce que je vois émerger, ou qu'est-ce qui est en train de mourir aujourd'hui dans ma vie pro. Ça peut être gênant, qu'est-ce qui est en train d'émerger. Ah oui, complètement, ouais, tout à fait. Ça peut être bousculant. Tout à fait. Alors après, tu peux les poser de manière plus... qu'est-ce qui t'ennuie aujourd'hui dans ta vie professionnelle, et puis qu'est-ce qui est en train d'émerger, tu vois. Déjà, c'est peut-être un peu moins... voilà. Donc tu ressors avec ça, avec une émergence. Donc voilà, moi j'avais des idées qui sortaient, de choses que je me disais que tiens, c'est ça que j'ai envie de faire, mais c'était plus, tu vois, des sensations, des envies un peu floues. Et donc après, on avait un atelier où on travaillait avec des Legos, où on construisait notre projet. Tu vois, ça c'est le prototypage. Après tu rentres dans le truc classique de maintenant tu mets en œuvre, hein, donc là tu fais de la gestion. Tu mets en œuvre ton projet, et là, il n'y a plus de théorie. Enfin, je veux dire, tu reviens dans la normale de ton activité. Mais pour faire un changement profond et durable, la proposition de la théorie, c'est qu'il faut que tu fasses d'abord tout ce travail d'ouverture du cœur, de ton intention, et que cette cristallisation te donne une force, en fait, intérieure pour agir. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire aux managers qui ne sont pas encore prêts, disposés à ouvrir leur cœur, justement, qui considèrent que le cœur c'est pour la dimension personnelle, et puis que au travail, c'est la posture de manager avec des équipes qui sont là pour travailler. Tout le monde n'est pas prêt à ce type de démarche. Oui, bien sûr. Effectivement, d'ailleurs, c'est un cheminement en fait. Ça se fait pas comme ça, et ça se travaille tous les jours. Alors, je peux te donner une anecdote. Denis, c'est un jeune manager d'une 30aine d'années que j'ai rencontré dans cette thèse, parce que je suivais des managers dans leur journée de travail. Et donc il a commencé sa journée en faisant une visite de son secteur. Il était chef de secteur dans un magasin. Il courait partout, il avait à peine le temps de dire bonjour aux gens, donc il avait l'impression de faire l'intelligence du cœur, puisqu'il allait voir les gens et il leur serrait la main, mais en fait il n'avait même pas le temps de leur serrer la main tellement il allait vite. Et en plus, il répondait à leur place aux clients. Donc il était dans le stress, quoi. Et voilà. Et au bout d'un moment dans la journée, il me dit, je vais avoir un entretien annuel à faire, et je le redoute parce que c'est compliqué. On a eu des mots, donc j'ai peur que ça se passe mal, et puis je suis vraiment pas trop comment le prendre. Bon, voilà. Donc il était dans cet état intérieur. Et 10 minutes avant le moment où il devait le faire, ça, moi, je n'assistais pas aux entretiens puisque c'est quelque chose de personnel, voilà. Il me dit, je vais me retirer dans mon bureau, je vais prendre quelques instants pour préparer. Bon, ok, je le laisse. Il me dit, mais t'inquiète, j'en ai pour 1 heure à peu près. Au bout d'1 heure, il était pas revenu, 1h30 non plus. Je vais à l'accueil du magasin, je dis, vous n'avez pas vu passer Denis, donc? Il dit, si, il est sorti avec un gars, là. Et en fait, il revient,
avec l'air très détendu, un sourire jusqu'aux oreilles, et j'ai dit, mais il s'est passé. Un sourire en U. En U, voilà. Un sourire en U, voilà. Il était complètement U-isé. Et il me dit, en fait, pendant que j'étais dans mon bureau, moi je croyais qu'il avait pris le formulaire, qu'il avait pris les questions une à une, enfin genre, tu vois, je prépare factuellement, quoi. Et il me dit, pendant que j'étais dans le bureau, j'ai pensé que je voulais que ça se passe bien. Je voulais que la relation soit pas rompue, parce que c'est quelqu'un que j'estime, enfin, et puis voilà. Et il dit, et j'ai senti tout petit à petit cette espèce d'intention là de respecter, d'être bien et que ça se passe bien, prendre le dessus sur ma peur. Et tu parlais de cristallisation tout à l'heure, et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que il a commencé, tu vois, à penser ça, il est resté dans cette position-là, à penser ça et à solidifier ça dans son esprit. Et il a développé de l'énergie en conséquence. Il a développé de l'énergie, mais encore est-il, c'est bien, mais après il lui fallait quand même, comment je vais faire? Et là, il s'est souvenu dans une formation qu'ils avaient eue, d'un récit de ce que son patron lui avait fait, où il lui avait dit qu'un jour où il voulait discuter d'un truc compliqué avec son propre patron, il l'avait emmené à la piscine. Donc c'était un peu barré, mais ils étaient allés nager, tout ça et tout, et du coup ils avaient eu une autre qualité de discussion. Et il s'est dit, tiens, je vais proposer à la personne d'aller marcher. Retour à la marche empathique. Tu vois, il savait pas, la marche empathique, tout ça, c'est pas un truc, c'est pas un concept. Il s'est dit, tiens, je vais faire une marche empathique. C'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, il a senti ça. Il s'est arrêté, il a fait son petit moment, tu vois, son petit intervalle de temps suspendu, et s'est dit, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'est pas, je veux pas lui fixer un objectif, je veux pas lui mettre une patate, je veux pas lui dire le recadrer ou quoi, je veux que ça se passe bien, que la relation puisse continuer. Il a conscientisé son intention en fait. Exactement. Est-ce qu'on est systématiquement obligé d'imaginer les étapes? Est-ce qu'on peut pas aussi, une fois qu'on a conscientisé son intention positive en l'occurrence, laisser faire? En fait, si tu veux, juste la seule chose qu'il a faite, c'est dire j'ai conscientisé ça, je veux que ça se passe comme ça. Et pour entamer le truc, on va aller marcher parce qu'en fait, en faisant ça, il connecte l'autre à la même intention, tu vois. Parce que c'est pas le tout. Toi, t'as l'intention que ça se passe bien, mais si l'autre il arrive en voulant te casser la gueule, tu fais comment? Tu vois. Donc t'as pas besoin effectivement de voir toutes les étapes. T'as juste besoin d'avoir le geste. Et c'est ce que j'ai appelé, si tu veux, t'as le geste intérieur, donc c'est ça, c'est cette cristallisation, cette conscientisation. Et puis t'as le geste extérieur, comment tu vas le signifier à l'autre. Et t'as juste besoin de ça quand même, de te dire comment je vais faire. Et parfois, c'est naturel. Il y a des gens qui n'ont pas besoin effectivement de se dire je vais faire étape 1, étape 2. Mais tu me demandais des managers qui pensent que l'intelligence du cœur, tout ça, c'est pas... eux, ils savent pas faire. Et donc t'as besoin quand même qu'ils aient qu'ils puissent se dire je vais faire comme ça. Et puis qu'ils osent le faire. Et donc ils ont besoin de passer par ce stade où ils fortifient quelque part à l'intérieur, c'est ça que je veux. Et qu'ils acceptent ce que j'entends dans cette marche, dans le fait de l'autre exemple d'emmener son collaborateur à la piscine par exemple, c'est créer une rupture finalement dans les habitudes. C'est ça, alors ça crée une rupture, donc ça surprend un peu l'autre et ça casse effectivement ce mode automatique aussi dont parle la théorie U, où en fait ta qualité d'attention, elle peut être automatique, c'est-à-dire c'est toujours la même routine et tu fais des actes automatiques. Donc ok, je fais l'entretien annuel, on remplit la grille, je lui dis que je suis pas content, il signe, il veut pas signer, voilà, et 2 heures de perdu quoi. On entend souvent ça, je suis manager, j'ai face à moi une équipe qui a du mal à changer, que je voudrais bousculer gentiment, positivement, les rendre plus mobilisés, créatifs. En quoi la méthode U peut m'apporter quelque chose et ce serait quoi la toute première étape avant de me lancer dans un processus de ce type? La première étape c'est ça, c'est de connecter à pourquoi je veux faire ça, enfin qu'est-ce que je veux faire en fait, c'est quoi l'intention que j'ai et puis d'être en ouverture et en empathie du coup avec ton groupe et de le prendre là où il est. Donc, tu peux pas l'amener à un truc s'il n'y est pas encore. Inspirante, un podcast du réseau Germe. En tant que manager, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir comment mobiliser votre équipe? Comment la rendre plus créative, plus impliquée? Pascal Gentil nous répond avec l'histoire d'Olivier, manager au sein d'un magasin.
Donc Olivier, pareil, il est chef de secteur. Mais en plus, non, mais c'est intéressant parce que ça permet de comparer, si tu veux, que bon, dans le même contexte, tu peux faire les choses différemment. Donc lui aussi fait sa visite de son secteur. Sauf que lui, j'ai passé 1h30 à arpenter le secteur avec lui, en me demandant mais qu'est-ce qu'il faut. Parce que il donnait aucune instruction. Simplement, il passait dans le rayon, il observait, les gens étaient en train de mettre en place un rayon par rapport à une opération commerciale qu'ils allaient avoir l'après-midi et les jours suivants. Donc une opération commerciale, c'est quand tu fais venir des gens dans le magasin pour consommer, évidemment, pour acheter. Et le contexte, c'était que le magasin était en perte cette année-là, et ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Et donc ils étaient un peu inquiets sur les chiffres et ils me disaient qu'ils n'allaient pas pouvoir verser la prime qu'ils versaient tout le temps. Enfin bon, tu vois, c'était pas une atmosphère très cool. Donc on a notre Olivier qui parcourt les rayons et qu'est-ce qu'il fait? Il observe ses troupes. Alors il observe, voilà, il arrive dans le rayon qui doit être remis en place, il observe ce que les gens ont mis. Donc tu vois, il est vraiment planté au milieu du rayon et il regarde. Et puis les gens passent et lui disent ah, salut Olivier, il lui serre la main, t'as vu, regarde ce qu'on a fait, regarde on a fait comme ci, on a fait comme ça, mais il demande rien, hein, c'est juste les gens qui viennent vers lui qui lui racontent. Et il dit, alors quand les gens lui racontent, il dit ah ouais c'est bien, ouais super, bravo, machin, tout ça. Tu vois juste et en fait il se connecte à l'énergie des gens. Et puis aussi à un moment il passe dans une autre partie du secteur où il raconte à 2 personnes, tiens il y a 2 autres là qui viennent d'un autre magasin pour se renseigner, est-ce que vous les avez rencontrés? Et les 2 filles lui disent oui on les a rencontrés, on a appris, c'est génial. Et donc tu vois là aussi ça échange de l'énergie positive quoi. Et puis il voit aussi des gens qui sont un peu stressés parce qu'ils sont dans le jus, faut aller vite, faut que ce truc soit mis en place avant midi. Et lui, il sait qu'il faut qu'ils aient mis en place avant midi parce que sinon la journée de vente elle va être foirée. Mais à aucun moment il le leur dit. À aucun moment il leur dit bon vous avez fini ou quoi. Et donc en fait il remonte après parce que les bureaux sont au-dessus du magasin, on remonte dans le magasin et il me dit je pense qu'ils auront fini à midi. Je sais qu'ils sont stressés, moi aussi, et du coup je répercute pas ça, je leur fais confiance. Voilà, et donc c'est une façon de faire, c'est le premier geste, c'est ça, c'est sa façon à lui d'aller sentir ce qui se passe sur le terrain, alors qu'en fait il a un écran où tous les jours on leur balance les chiffres nationaux, les chiffres du magasin et les chiffres de leur secteur. Donc ça c'est affiché en permanence dans le couloir devant son bureau. Donc tu vois un peu la pression de stress que ça peut être. Et c'est une façon factuelle de te connecter à la réalité. Lui il en fait une autre, il va sur le terrain et il écoute les gens. Il choisit de quitter les seuls chiffres froids et stressants parfois pour aller prendre la température et injecter de la confiance. Injecter de la confiance. Sans, en étant juste disponible en fait, exactement. En étant juste présent. C'est ça. Et de temps en temps, alors après ils ont un mot dans cette entreprise où ils disent de temps en temps on stimule. Donc c'est-à-dire quand par exemple ils posent la question aux jeunes femmes comment ça s'est passé, est-ce que vous avez rencontré ceux qui venaient dans notre magasin, là ils stimulent le fait de s'intéresser, de s'ouvrir et que là aussi l'équipe prenne cette habitude de s'ouvrir à d'autres pratiques, à d'autres façons de faire et après il y a plein de pratiques plus d'organisation alors qu'ils mettent en place pour ça. L'expérience t'a amené à conceptualiser une nouvelle étape, c'est la marque de fabrique de Pascal. Ouais, alors en fait, ce que je viens de te raconter, moi, ce qui m'intéressait quand j'ai fait cette formation à la Théorie, je disais, ok, c'est bien, il nous parlait du président de la Zambie, il nous parlait du style de leadership de Nelson Mandela. Puis tu vois, moi, je me disais, moi, je pense que je serai jamais Nelson Mandela. Et puis les managers avec qui j'ai travaillé et puis que je forme aujourd'hui, si je leur parle de ça, à la fois ça t'inspire et à la fois ça t'écrase, tu vois. Donc moi je voulais raconter des récits de vrais gens quoi et qui sont sur des situations très concrètes. Donc je me suis dit comment au quotidien ça peut se vivre et comment ils peuvent faire mes managers pour le vivre. Et donc la nouvelle étape que j'ai c'est ce que je t'ai raconté là, c'est cette cristallisation de son intention personnelle que doit faire le manager d'abord. Et ça j'ai appelé ça la capacité d'agir en conscience et en situation. Voilà. Parce qu'il fallait trouver un concept, tu vois. C'est joli. Oui. C'est un concept de docteur. Voilà. J'ai testé sur des managers de proximité la semaine dernière. Tout d'un coup, j'en ai vu un qui dit « T'as dit quoi, la capacité ?» Il a tout noté et je me marrais. C'est bon. C'est esthétique. Voilà. Mais ça leur a parlé au sens où ça leur a parlé, être en conscience, sortir de courir tout le temps, tu vois.
Tu es docteur aujourd'hui, donc tu as conceptualisé des expériences. En quoi cette thèse t'a encore davantage rapproché du terrain ? Alors, elle m'a rapproché du terrain parce que quelque part, j'étais la petite souris qui pouvait rentrer, tu vois, dans le cœur et dans la tête des gens. Voilà, c'est un peu bizarre comme truc, mais moi, j'ai travaillé longtemps comme DRH. Quand les gens viennent te voir, c'est pour te demander un truc ou pour te dire qu'ils sont pas contents en général. Donc, tu as une vision de la réalité qui est pas forcément celle qu'ils vivent. Donc voilà, ça m'a permis de vivre vraiment ce que vivent les gens. En intériorité aussi, et pour ça en utilisant des méthodes où en fait j'ai interrogé les gens, parce qu'une des choses aussi que j'ai sorti de la thèse, c'est un modèle de l'intelligence collective vécu, c'est-à-dire plutôt que de dire des trucs très conceptuels, de dire mais comment c'est quand tu vis un moment d'intelligence collective. Et donc pour ça j'ai demandé aux gens que je rencontrais, je leur disais vas-y ferme les yeux, intelligence collective, qu'est-ce qui se passe? Et de laisser venir des images, des sensations, voilà. Et c'est comme ça qu'il y a des choses qui sont venues, comme c'est gazeux, c'est liquide, c'est fluide, ça avance. C'est une sensation de repos aussi. Et ça, c'était intéressant. Ah, repos, raconte-moi. Et après, à partir de là, je leur demandais de raconter vraiment une expérience concrète. Par quoi je commence ? Si je suis manager, je t'écoute et je me dis si ça a l'air d'être sacrément efficace, ça, faire confiance à l'intelligence du collectif, de l'équipe. Quelle est l'étape incontournable pour démarrer ? Alors je crois que la première, c'est de t'entraîner à écouter. Et ça, tu peux le faire n'importe où, genre tu prends le train ou le bus et puis tu t'assois à côté de quelqu'un et puis tu dis bonjour, comment ça va ? T'entames la conversation et écouter et entrer en relation. Oui, et entrer en relation. Et tu t'exerces à écouter juste sans interrompre, sans volonté particulière de mener la conversation nulle part, juste d'écouter. Voilà, ça c'est un entraînement génial à faire avec ses enfants, particulièrement intéressant. On s'aperçoit qu'on est tout le temps en train de vouloir les guider quelque part. Voilà. Donc faire cet exercice-là, ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est de se préserver des temps de retrait. Alors c'est ce que j'appelle des temps de retrait, c'est quand tu es au boulot, de te demander depuis combien de temps tu n'es pas allé aux toilettes. Par exemple, j'ai suivi une manager comme ça, on courait toute la journée. On a passé la matinée à courir de poste en poste. On est même allé déjeuner et au sortir du déjeuner, elle me dit je crois que je vais aller aux toilettes. Et en fait, elle n'avait pas posé, même le repas, si tu veux, c'était passé en courant. Elle n'a pas pris de temps pour elle. Et un manager, pour être disponible aux autres, il faut d'abord qu'il soit disponible à lui-même. Ça, alors, donc c'est ça peut être des moments... ça, c'est un intervenant germe qui nous avait dit ça. Quand tu es devant l'ascenseur, attente, détente. Donc comment tu peux arriver à te trouver, à te ménager des moments comme ça. Il y a un manager que j'ai rencontré qui me disait qu'il allait faire une petite marche dehors après le repas. Donc ces moments où on est seul avec soi-même. Ça peut être la pause clope, mais seul. Donc s'entraîner à l'écoute empathique, se trouver des intervalles de temps et après les trouver pour son équipe aussi. Donc comment dans le flux de la production on peut se ménager des temps. Donc il y a les organisations de travail agiles ou lean qui normalement prévoient ça. Et souvent on a tendance à supprimer ces temps-là et donc justement les garder. Et puis après c'est oser expérimenter et se planter. Parce que c'est en se plantant qu'ils vont trouver la façon de collaborer avec leurs équipes. Et là, j'aurais plein d'histoires à te raconter, mais on va peut-être arrêter là. Oh, raconte-moi une petite histoire de plante. C'est un des managers que j'avais eu dans un groupe émergence. Alors, lui, on va l'appeler Bastien. Alors, Bastien, c'est un jeune gars, 30 ans, très... dans l'action, tu vois, le profil, un process comme entrepreneur. J'agis. Donc il est déjà à 10 km devant ses troupes, il se retourne, il comprend pas qu'elles aient pas suivi. Et un jour, on va visiter un autre site et il voit des tableaux de management visuel. Et il voit donc son collègue qui explique, tu vois, tous les matins, on se réunit devant ce tableau, et puis les gens ont construit, ont mis les items qui leur paraissaient importants. Moi, j'ai des indicateurs que je mets, et puis il y a la météo de chacun qui est affichée, tout ça. Il revient, il trouve ça génial, il en parle à son équipe, il dit on va faire ça. Il installe un tableau, et pour lancer le truc, il commence à mettre la météo, le point météo, le coin-ci, et rempli avec plein de papiers,
Et puis il dit maintenant à vous. Et puis rien. Les réunions sont toujours aussi poussives. Et donc du coup qu'est-ce qu'il fait ? Il remet encore plus de son temps et de son énergie pour remplir ce foutu tableau, parce que pour qu'il marche il faut qu'il soit rempli. Donc c'est lui qui le fait. Et les autres le regardent. Et au bout de 6 semaines, 2 mois, il revient à la formation et il dit votre truc, le management visuel, ça marche pas. Et donc échange avec les autres et tout ça. Et puis petit à petit, il comprend qu'en fait, ça marche pas parce qu'en fait ça vient de lui, c'est qu'il n'est pas dans la bonne intention. Et il se dit en fait, moi ça me correspond pas ce truc, ça me va pas. Moi ce que j'aime c'est, pour être dans cette intelligence du cœur là dont on parlait, moi ce que j'aime c'est pouvoir discuter avec les gens informellement, ça je sais faire. Et là il rencontre un autre gars, toujours dans la formation, un ancien d'émergence qui vient de témoigner et qui dit qu'il a mis en place des points informels avec ses équipes parce qu'elles sont à distance et qu'il laisse les gens venir et raconter ce qu'ils veulent. Et qu'il n'y a pas d'ordre du jour et voilà. Et du coup il a fait ça. Et ça a marché parce que c'était aligné avec lui, ses valeurs, sa façon d'être et avec celle de son équipe probablement. Voilà, c'est un exemple. Donc oser se planter pour y arriver. Oser. Oser. C'était l'histoire d'un mec plutôt banal qui, pour réaliser ses rêves, avait plus que du mal. Si vous croyez là reconnaître votre serviteur, vous vous trompez, enfin un peu, j'ai même pas peur. Pape, osez la vie. Papa la papa doum, pape, donne tout, vas-y. Papa la papa doum, osez. À force d'attendre, cacher derrière mon mental. Osez, c'est sûr que l'occasion finirait par se faire la malle. Osez, laissez tomber ce que les autres en pensent. Osez, plutôt que de finir au frigo comme des beurre rance. Pape, osez la vie. Papa la papa doum, pape, donne tout, vas-y. Papa la papa doum, pape, osez la vie. Papa la papa doum, pape, donne tout, vas-y. Papa la papa, osez. La première fois que je l'ai vraiment voulu, oser, c'était un peu comme si j'étais déjà tout nu. Oser, comment à mes talents faire la part belle? Oser, sans avoir peur de me ramasser une gamelle. Pape, oser la vie. Papa la papa doum, pape, donne tout, vas-y. Papa la papa doum, pape, oser la vie. Papa la papa doum, pape, donne tout, vas-y. Papa la papa. Et au fait, est-ce que ça marche, la théorie U ? Comment est-ce que les managers vivent l'expérimentation d'une démarche d'intelligence collective ? Pascal a accompagné Djibril, manager dans le secteur du commerce. Il nous livre ses ressentis après l'animation de son premier atelier. Comment je me suis senti ? Alors je suis passé par plein d'émotions. Il faut savoir que la préparation a été importante pour moi. Je ne savais pas si j'allais y arriver. Donc il y a eu le doute, il y a eu beaucoup de choses. Longtemps pendant l'exercice, je me suis quelque part demandé où on allait. Et en fait, plus on a avancé, plus ce sentiment de satisfaction a dominé, quoi. Et de la fierté, un soulagement, et le sentiment que, c'est étonnant ce que je vais dire, mais comme du repos mais intérieur, tu vois. Un repos intérieur dans le sens, tu vois, ça reste sur de la joie parce que l'équipe s'est approprié quelque chose et s'est engagée. Et du coup, il y a un sentiment de force quelque part, quelque chose qui va avancer avec force. Et là où je me sens reposé, je suis plus seul quelque part, tu vois. Que n'as-tu déjà fait pour tout posséder, être reconnu et tout contrôler? Puisque tu ne sais plus comment t'arrêter, alors dépose toutes tes valises et respire un peu. Ferme les yeux, écoute un peu ton souffle. C'est la seule façon de ne pas finir à bout de souffle. À tous les jours courir après l'amour. Connais-tu ton désir et ses vrais contours? Puisque tu ne sais plus comment t'arrêter, alors dépose toutes tes valises et respire un peu. Ferme les yeux, écoute un peu ton souffle.
la seule façon de ne pas finir à bout de souffle. Respire, respire, ferme les yeux. Respire, respire, tu verras mieux. Je retiens 3 messages de cet entretien avec Pascal Gentil. Le premier, connectez-vous à vous-même et votre intention pour être plus disponible et ouvert à de nouvelles approches. Le deuxième, observez, écoutez, acceptez de vous mettre en retrait et laissez place aux autres. Et enfin, faites confiance à l'autre justement, à la puissance du système relationnel que constitue votre équipe. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. À très bientôt avec Germe pour une expérience d'avance. On fait tout en co dans l'intelligence collective. On fait tout en co. Ouais. On va co-déjeuner ? Oui. Je vais te faire un bond de grenouille si tu veux.